précédemment dans Robots géants et petites culottes. Ainsi, si invasion il y a eu, elle apparaît surtout comme le fait des Européens eux-mêmes et de quelques entrepreneurs qui ont réussi à forcer de solides barrières. L'Allemagne n'échappe que de peu à l'invasion et l'Europe est conquise. Mais comment expliquer le succès de ces animés qui vont monopoliser, du jour au lendemain, les écrans de télévision pendant 2 décennies? Qu'est-ce qui les rend si différents, si spéciaux aux yeux des téléspectateurs? Dès le début des années 80, les dessins animés japonais fascinent les petits Français et autres Européens comme jamais, et s'invitent partout dans la société avec une facilité et une audace déconcertantes. Tandis que nous laissons Jacques Martin avec... Écoute, d'abord, je suis ravi de voir à quel point tu respectes notre ministre de la Justice, parce que non, c'est pas lui, c'est pas l'imperfide, c'est Gauguin. Ah, certain, oui, certain. Tu es certain de ça? Certain. Pourtant, à la forme des oreilles, j'aurais bien juré. Pourtant, on aurait tort de n'y voir là que l'attrait de la nouveauté, et on peut se demander comment des adultes japonais ont été capables de mieux parler aux enfants que les adultes de leur propre société. Pour tenter de répondre à la question, il faut se plonger dans le passé nippon et dans l'obsession qui en découlera de se moderniser vite et efficacement. Au 19e siècle, des vaisseaux noirs arrivent dans les baies japonaises. Ce nom était donné à des bateaux occidentaux, le noir faisant référence à la peinture de leur coque et à la fumée de charbon qu'ils propageaient. Ce nom désigne en particulier les navires Mississippi, Plymouth, Saratoga et Susquehanna, arrivés en 1853 sous le commandement d'un officier américain, le Commodore Matthew Perry. Mais non, pas lui, voilà, c'est plutôt ça en fait. Celui-ci arriva pour la première fois le 8 juillet 1853 avec ses 4 navires dans la baie d'Edo, aujourd'hui Tokyo. Il apportait une lettre du président américain Millard Fillmore qui demandait l'ouverture de ports japonais et exigeait un reçu officiel. Le shogun demanda du temps pour réfléchir, mais Perry indiqua qu'il reviendrait et qu'il attendrait une réponse à la lettre. L'année suivante, le 31 mars 1854, Perry revint avec 8 navires et des exigences encore plus marquées, forçant le shogun à adhérer à un traité de paix et d'amitié établissant des relations diplomatiques officielles entre le Japon et les États-Unis. Ainsi, ces navires noirs incarnent le symbole de la fin de l'isolement nippon et planteront la graine d'une volonté de modernisation du pays. Le Japon prend conscience de sa taille face aux géants européens et américains et veut alors devenir lui aussi grand. Dès lors, on peut considérer les Japonais eux-mêmes comme des orphelins volontaires qui veulent se détacher de leurs racines ancestrales et rattraper leur retard technologique pour pallier à une peur de l'écrasement. Cette obsession va amener à un développement militariste et à une volonté colonisatrice, les ressources naturelles étant insuffisantes au Japon pour nourrir ce désir d'émancipation et d'évolution. Cela amènera notamment à la guerre du Pacifique contre les États-Unis, qui se conclura avec les sanctions implacables d'Hiroshima et de Nagasaki. Malgré leur volonté, les Japonais sont alors plus que jamais vaincus et en infériorité. Ainsi, dans l'après-guerre, les Japonais investissent massivement dans la technologie pour rattraper leur retard. C'est un succès et le Japon devient un modèle. À ce propos, ils ont présenté aux industriels nippons le prototype de la nouvelle Renault. Ainsi que le tout dernier Walkman miniature français que voici. Dans les années 70, le robot géant devient l'incarnation d'un nouveau Japon. Un enfant qui, grâce à la technologie, atteint une taille d'adulte, capable de se défendre et de rivaliser avec les adversaires les plus coriaces. D'ailleurs, enfants et robots sont intimement liés. Astro Boy, s'il n'est pas géant, est lui-même un enfant au corps de métal. Plus tard, Evangelion incarnera également ce lien enfant
technologie avec le succès qu'on lui connaît. Dès lors, on comprend mieux le succès auprès des enfants de ces robots géants. Oui, me direz-vous, mais Actarus, le prince de Fort, n'est pas un enfant. Effectivement, il n'en est pas un. Mais vous verrez au prochain épisode qu'il y a encore plus important que les robots pour parler aux enfants d'alors.